Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, un épisode différent pour la première fois sur mon podcast. On va parler un petit peu dans le détail de droit du travail. Et pour ça, j'ai la chance d'accueillir dans mes locaux à Rennes Héloïse Hérault, qui est passionnée du droit du travail. Hello Héloïse, on a dû te la faire plein de fois. On me l'a fait. Voilà. Bonjour Florent. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à moi. Tu es avocate au barreau de Paris, au barreau de Paris. Tu es associée fondatrice du cabinet Essayis. Et tu as choisi aujourd'hui de mettre ton expertise très majoritairement au service des entreprises et des équipes RH, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de franc-parler. C'est ta marque de fabrique, mais c'est aussi des solutions concrètes, une pédagogie accessible et un véritable regard humain sur le juridique. Donc, je vous propose de vous préparer à écouter Héloïse, peut-être à apprendre des choses. J'ai découvert des choses en préparant cet épisode et à être bousculé par une vision, pour moi, je trouve neuve et efficace du droit du travail dans notre univers. Déjà, Héloïse, un grand merci d'avoir accepté cet échange. C'est vraiment avec plaisir, Florent. Ouais, d'avoir pris le train, je suis pas en forme ce matin. Le train très tôt pour venir enregistrer matinalement. Avant toute chose, comme c'est la première fois que tu viens sur ce podcast, je pense que et moi et surtout les auditeurs et les auditrices ont besoin de te connaître. J'avais quelques questions et je vais pas te poser des questions forcément directes, qui tu es, ce que tu fais, etc. Parce qu'on l'imagine. Mais tu nous raconteras peut-être un peu ton histoire avec ces questions. Déjà, quand toi, tu penses travail, c'est quelle image tu as en tête et qu'est-ce qui t'a fait choisir à un moment ou à un autre de tes études, j'imagine, le droit social plutôt qu'une autre branche du droit ? Alors Florent, pour moi, mais vraiment dans ma vision du travail, quand je pense travail, je pense liberté. Je suis en libéral. J'ai créé mon cabinet, c'est ma structure, j'ai des équipes qui me suivent, j'ai des clients qui me suivent et clairement je m'éclate. Enfin vraiment parce que j'ai cette liberté de penser, cette liberté de travailler dur parce que cette liberté elle a un prix, on le sait. Et je souhaite à tout le monde en fait d'avoir cette liberté de penser et de travailler parce que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire que je fais donc depuis maintenant plus de 10 ans. Après, qu'est-ce qui m'a fait choisir la défense des entreprises ? Alors, je défends les entreprises, je défends aussi les salariés. D'accord. C'est une marque de fabrique chez Essayis. Je refuse d'être cantonnée à une défense particulière. Voilà, tout le monde a le droit à sa défense, on le sait. Les entreprises, c'est vrai que c'est un axe de défense très particulier et c'est la majorité de mon activité. Maintenant, comme on se le disait, Florent, il y a toujours un DRH ou un DG qui a une tante, un oncle, un cousin qui est dans la peine. Et je défends bien volontiers les salariés puisque j'ai aussi une capacité du coup d'analyse très forte côté salarié puisque je défends régulièrement les entreprises et je vois à peu près quels sont les pièges que je peux, non pas cette fois-ci éviter, mais tendre à mon adversaire. Donc, qu'est-ce qui m'a fait choisir par contre principalement l'entreprise ? C'est ma première collaboration que j'ai eue
qui était côté entreprise, et j'avais vraiment cette fluidité. C'est quand tu as créé ton cabinet ou tu étais avocate salariée entre guillemets avant dans un autre cabinet? Alors on n'est pas salarié, on est en collaboration libérale. J'avais à peine un an de barre quand je suis allée dans ce cabinet. Et j'ai vraiment aimé défendre les entreprises parce que tu as quand même une continuité. Voilà, le salarié, pardon du terme, mais c'est un one shot. Tu vas l'accompagner, tu vas le suivre. Et d'ailleurs, je dis aux salariés généralement, on va être meilleurs amis pendant 6 mois, 1 an, parce qu'on va s'appeler régulièrement, etc. Mais après, c'est fini. L'entreprise, tu t'attaches au DRH, tu t'attaches à ses équipes, et donc les dossiers se suivent. Et vice-versa, souvent. Clairement, vice-versa. Parce qu'il y a une confiance qui s'installe. C'est indispensable. Et une connaissance réciproque. On apprend à se connaître, on voit à peu près, tu vois, tu peux jauger à peu près le niveau de risque qu'a envie de prendre le DRH en général. Et puis, les dossiers se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, c'est plutôt ça qui m'a amené côté entreprise. OK. Et tout ça sans oublier l'humain. Parce que quand on pense entreprise, on peut peut-être penser grosse machine, finance, argent, etc. Alors on peut le penser, mais on doit pas le mettre en pratique. Enfin moi, on dit qu'on a les clients qui nous ressemblent. Moi, je suis très 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 humaine, donc j'ai des DRH qui sont très humains aussi. Et parfois, tu dois prendre des prises de position un peu sèches, mais on n'est pas obligé d'oublier que l'entreprise, elle est faite en fait, elle est constituée. La clé de voûte de l'entreprise, c'est la force de travail. La force de travail, c'est l'humain. Donc Alors la question que j'ai envie de te poser, moi, c'est quelle est la croyance aujourd'hui impopulaire que tu portes sur le droit du travail? Alors vraiment impopulaire, on est d'accord, Florent. Ma croyance impopulaire du moment, c'est que le droit du travail et le code du travail, il a été fait pour la partie faible qu'est le salarié, d'accord? Je crois, t'es sûr, hein? Vas-y, Je crois aujourd'hui que la partie faible n'est pas nécessairement et plus automatiquement le salarié. D'accord. Il y a tellement de règles qui se sont faites qu'aujourd'hui, je suis persuadée qu'un employeur, même s'il veut faire bien, ne va pas pouvoir accomplir en fait scrupuleusement et rigoureusement toutes les règles qui lui sont données, et que le salarié parfois, je dis bien parfois, pour pas être trop impopulaire non plus, parfois peut avoir des entrées et des clés juridiques contre l'entreprise dont il va se servir pour pouvoir arriver à une fin de sortie. Voilà. Et je trouve que, même si c'est impopulaire, je trouve qu'aujourd'hui, l'équilibre qui avait été fait pour protéger le salarié dessert clairement les entreprises dans leur évolution et dans leur dynamique économique, parce qu'un salarié ne démissionne plus. Et lorsqu'un salarié veut partir, il veut partir avec un chèque. Et ça pose nécessairement des débats un peu houleux. Voilà, c'est ma croyance impopulaire du moment. Ouais. Et c'est aussi d'ailleurs un débat un peu gouvernemental, pour les peu de gouvernements qu'on a, sur la rupture conventionnelle et tout à fait. Et sur la taxation entre guillemets des indemnités de rupture conventionnelle qui veulent un peu durcir. La rupture conventionnelle, c'est censé être, si tu veux, une rupture d'un commun accord. Et beaucoup de salariés, parfois, une fois encore, je ne veux pas tomber dans l'avocat pro-employeur non plus, parfois veulent une rupture conventionnelle et font comprendre à l'entreprise que s'ils ne lui donnent pas la rupture conventionnelle, ça va moins bien se passer pour l'entreprise. Donc oui, il y a quand même un débat sur cet équilibre que je trouve intéressant. Ok. Quelles sont tes valeurs cardinales dans un dossier, toi, quand tu te retrouves à une audience ou au conseil hors audience? Alors en audience, moi, j'ai un principe que je donne à mes équipes, je veux gagner à la loyale. Voilà, ça c'est hyper important. C'est vraiment une croyance et un guide. Ça veut dire quoi, gagner à la loyale? Gagner à la loyale, ça veut dire respecter. D'ailleurs, notre déontologie d'avocat, elle est faite pour ça. C'est la délicatesse, la bienséance. Voilà, il n'y a pas de coup dur, il n'y a pas de je viens à l'audience et je plaide sans toi. Il n'y a pas de j'écris des conclusions mais je mets pas tout dedans et puis je cherche. Voilà, on n'est pas. En fait, le droit français, c'est pas l'IMACBIL. On n'est pas sur des. Mais c'est vrai, parce que souvent les gens me demandent, on me dit mais on n'a pas objection votre honneur, on sort pas un témoin à la dernière minute, voilà. Ça oui, on attend comme dans tous les films, on attend le témoin qui va arriver et qui va sauver. Non, on n'a jamais ça. J'aimerais bien, cela dit sur certains trucs, mais voilà, gagner à la loyale pour moi c'est très très important. Ok. Alors moi j'ai le sentiment, mais ça c'est un sentiment, tu vois, d'ex-RH et de chef d'entreprise aujourd'hui, que des fois, il y a des contradictions entre les textes, les jurisprudences, on va revenir sur quelques-unes d'entre elles, la réalité de terrain aussi, des fois le bon sens du terrain. C'est quoi, toi, ta boussole de décision et comment est-ce que vous fonctionnez? Alors nous, on fonctionne à l'opérationnel. C'est-à-dire que, si tu veux, on dit souvent qu'il y a une confrontation entre la règle juridique et le pragmatisme des DRH. La règle juridique, elle est rigide. Le DRH, il ne peut pas être rigide parce que tu as une norme et autant d'individus derrière qui constituent l'entreprise.
Donc, la recherche d'une solution dans le pragmatisme, c'est une solution équilibrée. Tu vois, je te donnais un exemple tout à l'heure quand on parlait un peu en off, mais le Conseil de prud'homme, c'est une juridiction qui n'est pas constituée de magistrats, hein, donc ce sont des gens de l'entreprise. Il rend beaucoup de jugements de Salomon. Voilà, une règle qui va plus ou moins être adoucie en fonction de la situation, du contexte, etc. Et moi, je trouve que quand on accompagne les DRH au quotidien sur du conseil au niveau ESEIS, on fait extrêmement attention à... En fait, si tu dois donner une réponse sans faire attention à cet équilibre, c'est non. Voilà, parce qu'on ne peut rien faire en droit du travail. Le DRH qui va venir te voir en disant « Est-ce que je peux modifier le contrat de travail du salarié ?» Non. Est-ce que je peux adapter son temps de travail sans son accord? Non. Bon, donc une fois que tu as compris ça, tu cherches l'équilibre. Et l'équilibre, parfois, si les deux parties sont de bonne foi, c'est-à-dire DRH et salarié, ça marche très très bien. Ok. J'ai le sentiment aujourd'hui, et on en parlait aussi en off, que les DRH ils sont un peu sous pression, d'abord l'actualité RH elle est forte, elle est importante, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui, une économie en plus qui est un peu bancale, donc qui amène un peu d'incertitude et donc d'événements pas forcément simples à gérer dans les entreprises. Comment est-ce que toi tu gères des DRH sous pression aujourd'hui qui t'appellent un peu en urgence, qui sont des fois en panique ou qui galèrent sur un dossier et qui peut être très impactant pour leur entreprise? Alors moi, j'ai une règle d'or et elles le savent pour celles qui vont nous écouter, parce que j'ai principalement des DRH féminines. J'ai 2 DRH masculins dans mon portefeuille, donc je vais dire ils quand même. J'ai une philosophie de base, c'est que je n'oublie jamais que le DRH est salarié. Ça, c'est un truc qu'on oublie tout le temps, Florent. Mais le DRH, il est salarié. Et il a une pression au-dessus. C'est-à-dire que le DG, le président, le COMEX, le CODIR, les actionnaires vont nécessairement descendre leurs directives sur le DRH, qui va s'en trouver stressé, comme un salarié qui voit sa directive venir de son manager. Bon. Et comment je l'accompagne? D'abord, je laisse jamais, je suis assez connectée, je dois l'admettre, je laisse jamais un DRH sans une réponse immédiate. Parce qu'en fait, le droit du travail, c'est un droit vivant. Et on n'est pas sur une considération où tu peux te dire « on m'a appelé il y a 3 heures, je peux me permettre de la rappeler encore dans 2 heures ». Les prises de décision et des stress, ils doivent être accompagnés humainement. Donc en fait, on fait extrêmement attention à avoir une réactivité pour pouvoir, si tu veux, leur donner une place importante dans cette gestion du stress et qu'elles se sentent pas ou qu'ils ne se sentent pas perdus. Voilà, donc ça, c'est très important. Ouais, donc pour toi, être réactif du coup dans ton métier d'avocate, c'est clé, quoi. C'est indispensable. Je pense que voilà, aujourd'hui, si tu n'es pas réactif, tu vois, je pense au mois d'août, j'ai rarement de vacances en fait, parce que je suis quand même connectée. Donc si je peux pas répondre, j'ai une technique intéressante, parce que une fois encore, ils sont salariés stressés, je fais un SMS. Bien vu ton appel, je te rappelle dans 1 heure. Voilà, ça c'est indispensable. Oui, parce que tu peux être aussi chez un client en audience ou à la plage, parce qu'on parlait du mois d'août, mais Donc tu es plus plage que montagne. Je suis clairement plus plage que montagne, Florent. Je suis marseillaise. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui me connaît qui ne sait pas ça. Donc, j'ai beau aujourd'hui être bretonne d'adoption, je suis quand même marseillaise. Tu as besoin du soleil et de la mer. J'ai besoin du soleil et de la mer. Ok, je comprends bien. Est-ce qu'il y a un échec pro dans ta vie d'avocate, sans nous dévoiler bien sûr tous les secrets du métier, mais bien sûr tes secrets professionnels, mais qui t'a marqué et qui t'a peut-être rendu meilleur et t'a dit « je vais peut-être voir les choses différemment et je vais avancer différemment ». J'en ai un qui vraiment a guidé ma vie d'avocate. Je pense que j'avais 2-3 ans de barreau, tu vois. J'étais dans un gros cabinet qui faisait corporate, fiscal, tu sais, tous les supports et tout. Et j'ai toujours eu une appétence pour la plaidoirie, tu vois. C'est mon côté marseillais. J'adore parler, j'adore faire vivre une salle. Je plaide, je parle très fort, je montre les pièces, je fais des mouvements, je marche, voilà. Donc la plaidoirie, c'était mon truc et j'étais très successful. Je le suis toujours, je te rassure, mais j'étais très successful et donc je pense que j'ai à un moment donné peut-être eu la dangerosité de considérer que être successful suffisait. Et un jour, je suis allée au Conseil de prud'homme de Paris pour plaider un dossier côté salarié que j'avais dû lire un peu la veille, mais moins attentivement, Florent. Tu vois, parce que de toute façon, je l'ai gagné, mes délibérés. Donc, j'arrivais toujours avec une petite insolence, une petite touche d'humour, voilà. Et c'était un dossier un peu compliqué en plus, parce qu'il y avait un gros pan sur les heures supplémentaires. Et je m'étais dit, voilà.
Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, un des conseillers prud'homaux avait vraiment envie de comprendre mon calcul d'heures supplémentaires. Et je n'ai pas été excellente. Je n'ai pas été excellente. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas assez bossé mon dossier. Ok. Depuis ce jour-là, puis c'est un mauvais moment à passer en audience, tu vois. Tu te dis... L'homme était... il avait vraiment tout creusé, quoi. Oui, il creusait en disant, mais attendez, vous avez pris quel taux horaire et pourquoi, etc. Et honnêtement... Je te dis pas que je savais pas répondre parce que mais j'étais pas excellente. Ouais. Et j'ai appris un truc, c'est que et maintenant d'ailleurs je pense que et les clients et mes équipes le savent, la veille d'une plaidoirie, je suis hyper stressée. Pourtant, j'ai plus de 15 ans de barre, tu vois. Je suis toujours hyper stressée parce que je ne veux plus que ça m'arrive. Donc je veux connaître le dossier. Voilà. Et ça c'est une expérience que je donne aussi à mes équipes en disant excellence c'est bien, mais en réalité en fait tu dois être impeccable aussi dans ta préparation. Voilà, c'est pas parce que tu connais toutes les règles juridiques, c'est pas parce que tu as l'habitude de plaider que tu n'as pas le droit de stresser. Si tu ne stresses pas, c'est pas bon parce que ça veut dire que tu n'es pas dedans. Voilà. Donc c'est un échec perso qui m'a fait changer de façon de travailler. Et de manager du coup en l'occurrence aussi. Et de manager tout à fait. En l'occurrence. Aujourd'hui, avant qu'on rentre effectivement sur quelques jurisprudences, c'est quoi les signaux faibles que tu vois, les 2-3 signaux faibles que tu vois aujourd'hui dans le monde RH ? Écoute, moi, les signaux faibles que je vois dans le monde RH, c'est sur les RH. Enfin, il y a vraiment on les oublie. Tu sais, ils ont tellement bossé pendant le Covid, tellement donné, et aujourd'hui, il y a une crise sans précédent que je vois mes clientes principales être clairement à la limite du burn-out. Et je trouve qu'on ne s'intéresse pas. On lit beaucoup de choses. Hein. On lit que plus de la moitié des DRH se sentent dépassés, trouvent que c'est un métier ingrat. Donc, on commence à en parler, mais parfois, quand on commence à en parler, c'est déjà un peu trop tard. Et je trouve que la fonction RH a cette difficulté d'ingratitude, c'est que tu t'occupes de tous les salariés de l'entreprise, mais qui s'occupe de toi ? Ça, c'est une vraie question que j'ai pour eux, quoi. Ok. Petite question, je ne l'ai pas envoyée, mais j'en vois pas beaucoup de questions. C'est rare que j'envoie des questions en avance. Essayis, pourquoi ? Ah, alors c'est marrant que tu me demandes pour le coup. Essayis, bon, déjà, quand tu montes ton cabinet, on va être clair, tous les noms latins, on sont déjà pris. Hein. On a une profession qui a un peu un peu d'historique. Ouais. Essayis, en grec, ça veut dire vous. En fait, je me suis partie du principe qu'on travaille pour le client, on travaille pour vous. Donc voilà, mais je l'ai rarement dit. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Ah bah, tu vois, j'ai pas fait grec, hein, j'ai fait latin quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Donc, j'en ai pas retenu grand-chose d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Alors, pour préparer cet épisode, tu m'as envoyé des jurisprudences récentes qui t'ont marqué. 7-8 jurisprudences. Moi, il y en a certaines aussi qui m'ont marqué. J'ai envie de commencer par une. Allez, lance-toi. Alors, les droits d'accès aux emails pro. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus concrètement, à ce que je comprends, en tant que DRH, on peut recevoir une demande par un tiers d'accéder aux emails d'un salarié ou d'un ex-salarié, c'est ça ? Ouais. Et alors pourquoi, comment ça fonctionne et qu'est-ce que je dois faire moi si je suis DRH et qu'un jour ça me tombe dessus ? Alors déjà, tu paniques. C'est la première chose que tu fais. Okay. Parce que, voilà, en fait, les données personnelles, donc les données personnelles, c'est ton nom, ton prénom, c'est ton numéro de sécu, les données de géolocalisation, voilà, c'était assez maîtrisé, c'est encadré par le RGPD, tout le monde en a parlé, tu as un référent et effectivement, ce référent sur les données personnelles doit répondre à la demande. Bon. Là où je dis que tu dois paniquer, c'est que la question qui a été posée à la Cour de cassation, c'est un arrêt du 18 juin 2025, la question qui a été posée à la Cour de cassation, c'était de savoir, dans la mesure où le RGPD s'applique aux relations professionnelles, aux relations de travail, est-ce que les emails professionnels entraient dans le champ de ce RGPD et donc est-ce qu'on avait le droit de contraindre une entreprise de nous donner en fait l'entièreté de la boîte email professionnelle. Bon. Ce qui pose problème, Florent, c'est toujours la même chose. Tu as toujours une règle et puis des garde-fous. C'est que la règle, c'est que tu as accès à tes données personnelles, mais le garde-fou, c'est sous réserve que cela n'impacte pas le droit des tiers. D'accord ? Parce que dans tes emails personnels, il y a quand même des données privées. Les clients les emails professionnels, pardon. Tu as des données privées de l'entreprise. Enfin, les clients, les tiers sont peut-être pas hyper... Mais qui peut demander l'accès à une boîte mail pro d'un collaborateur ? Le collaborateur. Lui-même. Ouais, lui-même. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé sur l'arrêt de la Cour de cassation. Hein. Le salarié est venu demander les 3 dernières années de ses emails. Et la Cour de cassation, c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu paniques, la Cour de cassation a répondu OK.
La Cour de cassation a dit, sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas de difficulté sur le droit des tiers, les emails professionnels du salarié entrent dans le cadre du RGPD. La limite qu'elle y a mise, c'est de rejoindre la position de la CNIL qui, elle, avait dit, tu n'es pas contraint de donner le contenu des emails. Tu peux donner soit les métadonnées. Alors, entre toi et moi, quand l'arrêt est sorti, je suis allée voir exactement ce qu'étaient les métadonnées. Oui. Je ne suis pas convaincue d'avoir encore vraiment compris cet aspect technique de la situation. Ou alors, tout simplement, un tableau avec les emails. Voilà, tu n'es pas obligé de les donner. Mais c'est quand même une jurisprudence, Florent, qui est novatrice parce qu'en matière de droit de la preuve, je rappelle quand même que c'est celui qui dit qui est, c'est-à-dire c'est le demandeur qui doit prouver. Et s'il n'a pas ses mails, il ne peut rien prouver. Et ça, c'est sa carence à lui. D'accord. Okay. Donc, ça permet d'avoir accès à une multitude d'informations côté salarié auxquelles il n'aurait peut-être pas eu accès pour faire valoir ses droits. Et donc, ça met quelque sorte un petit déséquilibre pour l'employeur qui, lui, parfois, supprimait la boîte mail à la sortie, alors qu'il n'était pas censé le faire. Bon. La nuance, parce qu'il y a toujours une nuance, hein, Florent. La nuance à apporter à cette jurisprudence, c'est que l'employeur qui avait refusé, bien sûr, parce que tu te dis, si je le donne, il va pouvoir prouver toutes ses heures sup et tout, a été condamné à des dommages et intérêts, et c'était, je crois, 500 €. Ah oui, c'était pas un montant. Voilà, donc parfois, je dis pas qu'il faut pas respecter, mais parfois, peut-être que l'entreprise aura tendance à considérer que les 500 € sont clairement plus intéressants que de se mettre à mal sur le reste. D'accord. Et donc, du coup, les écueils à éviter pour éviter cette situation, c'est déjà conserver les mails. Moi, je savais pas que c'était 3 ans, en fait. Ouais, t'es obligé de conserver la boîte mail. Le nombre d'entrepreneurs que je connais collaborateurs qui suppriment, parce que, en plus, tu as des coûts de licence, de maintien, etc. Donc, tu te dis, moi, je supprime, et puis voilà, quoi. Oui, puis ça coûte cher. Donc, mais indépendamment de ça, tu mets un message d'absence, et puis tu fais un forward sur une autre boîte mail. Mais c'est compliqué, parce que ça veut dire que sur ton écran, tu as 2 boîtes mail. Bon, c'est l'enfer. Mais c'est une obligation de conserver les données. D'accord. Je sais plus pendant combien de temps, mais... Et tu parlais RGPD, plus globalement, sans rentrer dans le détail de toute l'exhaustivité, mais quelle documentation on doit garder, nous, en tant que RH, en tant qu'employeur, pour prouver qu'on respecte la RGPD dans ce genre de situation? Tu dois conserver tout le dossier du salarié, les entretiens annuels, son contrat de travail, ses bulletins de paie, alors toute la vie du salarié. Ça, c'est intéressant, parce que pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, les bulletins de paie, ça, on les conserve, je dirais même ad vitam aeternam. Je crois que c'est 10 ans, non? C'est 10, ok, d'accord. Je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais non, tu dois les conserver très longtemps. Très longtemps, et si on te les demande, tu dois les donner. Ok, d'accord. Quels sont les outils ou les process simples que tu conseilles au RH dans ce genre de situation? Est-ce que c'est à eux de gérer ça? Est-ce que c'est à la DSI s'il y a une DSI? Est-ce que ça doit être géré par, je sais pas, un DPO interne ou externalisé? Parce que ça existe aussi en externalisé de plus en plus. Moi, j'aurais tendance à faire externaliser parce qu'en fait, la mémoire de l'entreprise, c'est le RH, le service RH, et le service RH, il n'est pas tout le temps là. Tu vois, les gens, ils bougent, en fait. Ils démissionnent, ils s'en vont. Donc, le principe, c'est que c'est au RH de gérer ça puisque c'est toi qui as la connaissance de cette règle. Mais ce n'est pas à toi de conserver. Donc, c'est à toi, d'implémenter un process pour que l'entreprise puisse se retrouver avec une mémoire qui soit conforme à la réglementation. OK, très clair. De ton côté, est-ce que toi, il y a une jurisprudence qui t'a aujourd'hui bien marqué et que tu trouves extrêmement dangereuse, le mot est peut-être pas bon, mais en tout cas critique pour les RH aujourd'hui vraiment d'être ultra vigilants? Ouais, moi j'en ai clairement une. Ouais. C'est mon dada parce que je la plaide. Donc voilà. C'est une jurisprudence qui porte sur les témoignages anonymes. Ok, t'es prêt? Parce que franchement, c'est quelque chose de particulier. C'est une jurisprudence de mars 2025. Bon. Ouais. Tu as le droit de la preuve en matière civile. Il est basé sur le principe de la loyauté. D'accord. Donc, une fois encore, on n'est pas à l'IMACBIL à faire des coups fourrés. Voilà. On a un principe du contradictoire. On doit pouvoir communiquer nos pièces avant, identifier à quoi ça correspond, etc., etc. On fait des bordereaux de pièces. Bon, tout est bien. Sauf que le problème, et je pense que cette jurisprudence est née de ça, c'est que les attestations qu'on récolte dans les dossiers pour répondre, surtout côté employeur, les salariés qui sont encore en poste, ils ont un peu peur, tu vois. Ça m'est arrivé
ma vie de RH plus d'une fois. Ouais. Et il faut leur demander leur pièce d'identité, qu'ils mettent leur nom. Exactement. Et ils sont là, ils disent, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, Ouais, quoi. avec la petite mention, tu vas aller en prison si tu mens. Et donc, forcément, tu vois. Ça calme. Ouais, en tout cas, ça brise pas la glace. Et du coup, surtout en matière de harcèlement moral, par exemple, quand tout le monde dit cette personne me harcèle, avant de la licencier, bon, ben, le DRH il fait une enquête. C'est quand même quelqu'un que tu croises au bureau tous les jours, donc t'es pas. Voilà, bon. Donc, la jurisprudence, la Cour de cassation était déjà venue un peu casser le principe de cette loyauté. C'était en 2018, donc ça date pas d'hier, en disant, en fait, on va pouvoir accepter des témoignages anonymes. C'est-à-dire, c'est un peu la lettre du corbeau, tu sais, une lettre blanche, un papier blanc, écrit à la main, pas signé, rien, pas de pièce d'identité. Mais il y avait un garde-fou à l'époque qui vient d'être cassé, qui était sous réserve que ce ne soient pas les seuls éléments à l'appui des preuves. Okay. D'accord, parce que le juge ne pouvait pas former sa conviction uniquement. Sinon, c'est facile en fait, Florent. Moi, je te demande d'écrire un petit papier. Oui. De toute façon, personne sait que c'est toi qui l'as écrit. Enfin, on n'est pas sûr en termes de, tu vois, de véracité. Surtout aujourd'hui avec un ChatGPT où je peux dire. Exactement. Écris-moi des qui peuvent m'aider pour gagner ce dossier. Enfin, je le vois bien arriver. Exactement. Je l'avais pas vu comme ça sous l'angle de ChatGPT, mais franchement, c'est un peu le cas. Et donc, ce garde-fou était intéressant. Bon, là, en mars 2025. La Cour de cassation vient d'accepter des témoignages anonymes non corroborés en disant ils peuvent être recevables, sous réserve que ça ne mette pas à mal le caractère équitable de la procédure. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Tu avais un employeur qui avait produit sous constat d'huissier, plusieurs témoignages anonymes dans le cadre d'un harcèlement moral, justement, et il n'avait rien d'autre. Voilà. Alors, est-ce que le constat d'huissier a un peu intéressé la Cour de cassation sur le côté, solidité de la preuve ? Je ne sais pas. Mais normalement, comme c'est le seul élément, le juge ne pouvait pas former sa conviction uniquement sur le constat d'huissier. Et la Cour de cassation, cette fois-ci, a dit oui. Et moi, j'adore cette jurisprudence. Je l'adore parce que je trouve que là, ça devient un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, c'est génial quand tu vas plaider devant le conseil de prud'homme et que tu arrives avec des lettres, tu vois, qui ne sont pas des lettres ni signées, qui sont manuscrites. Tu te dis, mais en fait, on peut produire n'importe quoi, même si dans ton fort intérieur, tu fais attention. Bien sûr, mais bien sûr. Et ça, c'est valable autant du côté employeur que du côté salarié. Bien sûr, bien sûr. Et il y a une certaine déviance, je trouve, à accepter ça. Maintenant, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que tu peux faire une technique dans les recommandations qu'on fait, c'est de dire, tu produis les lettres comme ça, anonymes, mais au juge, tu te réserves, sur ton bordereau de pièce, tu mets lettre réservée au juge, tu te réserves la possibilité de donner la carte d'identité. Pour que, si tu veux, le juge puisse quand même se dire, il y a une vérité. C'est-à-dire que seul le juge connaîtra l'identité de la personne. Ouais, elle n'apparaîtra pas dans le dossier publiquement, quoi. Non, nous, on le fait un petit peu en parallèle de, tu sais, quand tu as une contestation sur, par exemple, la désignation d'un représentant de section syndicale. Le syndicat, lui, doit prouver qu'il a 2 membres pour former sa section syndicale. Bon, le problème, c'est qu'il ne peut pas produire devant le juge l'identité des 2 membres parce que l'employeur, du coup, il va savoir qui c'est. Or, il n'est pas censé savoir qui c'est. Donc, le syndicat met dans son bordereau, réservé au juge, l'identité des 2. Voilà. Ça vient un peu en contradiction du principe du contradictoire, puisque moi, je n'ai pas accès à cette information, mais le juge accepte ça. Et donc, on se dit... Il pourrait faire pareil sur les témoignages anonymes pour que ça parte pas quand même en déviance de... Parce que tout le monde n'a pas notre loyauté, Florent. Donc, si on donne cette porte ouverte, voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette jurisprudence. C'est qu'elle n'est pas encore bien établie, je trouve. Alors, si moi, je suis DRH et que je veux fonder ma décision uniquement sur des témoignages anonymes, quel risque je prends aujourd'hui avec cette jurisprudence? J'en prends plus, du coup? T'en prends plus. Enfin, t'en prends plus. Après, tu vois, c'est toujours la même chose. C'est une question au niveau opérationnel. Comment est-ce que tu as pris cette décision et combien tu as de témoignages, qu'est-ce qu'il y a dedans et puis comment tu as mené ton enquête et tout. Mais tu as le droit aujourd'hui. Tu as parfaitement le droit, ouais. Après, je préconiserais quand même d'avoir d'autres éléments. Voilà, c'est ça. C'est quoi les garde-fous que tu préconiserais? Donc, d'avoir d'autres pièces complémentaires à ces témoignages? Oui, parce que moi, je suis très précautionneuse en entreprise des vendettas. Tu vois, je trouve que quand tu as une dénonciation de harcèlement moral, on est tous très attentifs à la prétendue victime. On oublie le prétendu harceleur qui peut-être n'a rien fait et on le met de côté, tu sais. Et on croit un peu tout ce qu'on nous dit. Et donc, je trouve qu'il faut faire attention. Il faut être très juste
et faire la part des choses et pas s'entraîner dans tu sais, c'est un peu comme à l'école, hein. T'as parfois un souffre-douleur, il faut juste vérifier que c'est pas lui, voilà. Donc je trouve que les garde-fous, c'est d'avoir plusieurs éléments corroborants pour pouvoir prendre ta décision et pas un seul, parce que la voix d'un seul n'est pas la voix de l'unanimité pour moi. Ok. Pratiquement, un témoignage anonyme, il fait comment? C'est quand même manuscrit? Oui, c'est un manuscrit. Mail, ouais, c'est Non, c'est pas un mail, parce que dans le mail, tu as le nom. Ouais. Sauf si tu utilises ou un une boîte fichier Word, mail. juste un fichier Word, ou un truc comme ça. Ouais. Non, mais ça peut être un fichier dactylographie à l'ordinateur. Hein. Ah ouais. Oui, c'est anonyme. Parce que tu vois, je me suis dit, quelqu'un qui va montrer, par exemple, 4 ou 5 témoignages anonymes, si c'est manuscrit, on va bien voir que c'est des écritures différentes, etc. Donc, je me dis, si c'est des fichiers, mais je peux t'en générer, moi. Donc, Oui. Par ChatGPT, j'ai bien compris, Florent. Oui. J'ai pas dit que j'allais le faire, mais aujourd'hui, il y a quand même des moyens de faire des choses qui sont. Moi, je le vois en recrutement, hein, sur les lettres de motivation, les machins, les CV. Donc, je me dis, de l'autre côté, si vraiment on est un peu tordu ou qu'on sait que son dossier est un peu bancal, qu'on soit employeur ou qu'on soit employé. Hein, oui, les deux peuvent être. Oui, je suis sur les deux peuvent être déviants. Je me dis, tiens, je vais me faire un ou deux faux témoignages avec de l'IA, je vais mettre ça dans un petit fichier, Word, et puis voilà, quoi. Et ça peut passer, quoi. Wow, ça peut passer, chaud. c'est pour ça que je dis j'aime bien cette jurisprudence, c'est pas que je l'aime bien, mais elle attire mon attention, parce que quand je vais plaider, souvent ce côté entreprise, hein, je dis attention à pas boire l'eau de la fontaine, tu vois, trop facilement. T'as été confronté à ça, toi, dans tes parties adverses, d'avoir des témoignages? Oui, j'ai été confronté à ça. Le Conseil de prud'homme n'a pas encore pris complètement le pas de cette jurisprudence, et parfois ils écartent même les témoignages anonymes en ce moment. Ah oui. En disant non, on n'en veut pas. Tu sais, le Conseil de prud'homme, ils sont un peu parfois réfractaires et révolutionnaires. Donc là, le Conseil de prud'homme, en l'occurrence, il peut aller contre l'avis, l'arrêté de la Cour de cassation. Oui. Ils nous disent parfois, c'est nous la jurisprudence. Okay. Donc, alors c'est pas faux, la jurisprudence démarre de chez eux, hein, donc faut pas l'oublier. Mais ils peuvent aller contre l'avis. Après, du coup, il y aura un appel et ce sera peut-être cassé, quoi. Ouais. Ok. J'avais une jurisprudence que je voulais étudier avec toi, parce que j'ai été confronté, moi, dans ma vie de RH, et pas d'entrepreneur, mais dans ma vie de RH, c'est la présomption de démission. Oui, très beau sujet. Hein. Ouais. C'est toujours très très compliqué, ce sujet. Moi, je me rappelle de cas que j'ai vécu quand j'étais RH industrie, avec le collaborateur qui, le lundi matin, vient pas. Et puis, vous appelez votre avocat, il dit, mais il vient pas. Il faut qu'il fasse un courrier, puis 2 courriers, puis 3 courriers. Puis si le 3 courriers, il est pas venu, peut-être que tu vas pouvoir le licencier, etc. Enfin bref, c'était l'enfer. Enfin, c'était franchement l'enfer, ce truc. Donc, il y a une nouvelle jurisprudence là-dessus. Qu'est-ce que ça change? Comment ça fonctionne? Et dans quel cas, aujourd'hui, un DRH peut vraiment activer la présomption de démission? Alors, c'est vrai que la présomption de démission, d'abord, Florent, moi, j'aime bien revenir toujours à pourquoi ça a été mis en place, parce que c'est toujours intéressant pour l'appliquer correctement. Tu avais effectivement 3 choix originellement. Soit c'est la rupture à l'initiative de l'employeur, c'était le licenciement, bon. Soit c'était la démission à l'initiative du salarié, mais le problème de la démission, c'est que tu touches pas les ACDIC, Pôle emploi, France Travail, parce qu'on a quelques années derrière nous. Et puis, tu avais cette rupture conventionnelle, mais fallait-il encore que l'employeur soit d'accord? Bon. Une fois que tu dis ça, parfois le salarié voulait partir, il voulait pas démissionner. Hein, bon, on comprend pourquoi, parce que tu perds quand même tous tes droits. L'employeur voulait pas lui donner de rupture conventionnelle, parce que mine de rien, il y a des entreprises qui ont dorénavant comme principe de dire non, par principe, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, tu as le forfait social et tout. Et donc, le salarié se retrouvait confronté à une situation en disant « mais moi, j'ai trouvé un autre emploi, je veux pas perdre mes droits. » Bon. Et donc, il se mettait en absence injustifiée. Et effectivement, comme tu le dis, toi, tu étais contraint, en tant qu'entreprise, de le licencier, parce que tu avais même de la jurisprudence qui s'était développée, de dire un salarié qui est parti dans la nature et à qui tu ne demandes pas où il est, c'est que tu l'as licencié verbalement. Et donc, le salarié pouvait t'attaquer. Donc, tu étais obligé de lui envoyer un premier courrier, un deuxième courrier, un troisième courrier, en disant « ouais, c'est un peu ça, ouais. Je t'attends, où es-tu ?» Bon, alors que tu sais qu'il ne reviendra pas. Il le sait, tu le sais, tout le monde le sait, mais tu devais faire ce Voire même les salariés n'allaient pas chercher le recommandé. Hein. Voire même les salariés n'avaient pas cherché le recommandé. On le recevait, il revenait 15 jours après. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu licenciais pour faute grave, soit. Il avait le droit à son indemnité de congé payé, c'est normal, c'est ses droits. Mais il y avait une certaine frustration côté entreprise. Et puis surtout, France Travail avait énormément de cas comme celui-là, et donc il y avait quand même un poids sociétal important.
Dans certains domaines d'activité, je pense au textile, au bâtiment, enfin tu vois, moi j'ai ces domaines d'activité-là, c'était vraiment, je sais qu'une DRH m'a dit une fois, c'était dans le textile, c'était 70% des licenciements. Hein. Donc c'était exponentiel. Bon. Et le gouvernement a dit, on va s'arrêter là, et dorénavant, on va mettre une procédure en place pour dire, attention, où es-tu? Parce que si tu ne me réponds pas, tu seras présumé démissionnaire. Puisqu'en réalité, le fait de ne plus te présenter à ton poste, ben, c'est une forme de démission. Le problème, Florent, c'est que si on revient à la base du droit du travail, c'est que la démission ne se présume pas. Bon. Et pourtant, on a appelé ça la présomption de démission. Mais on n'est pas à une contradiction près dans le droit du travail, et c'est ce qui fait que moi j'adore. Donc on a mis en place cette présomption de démission, qui a été hyper compliquée parce que du coup, toutes les entreprises, ça a fait un tollé en disant, du coup, est-ce que je suis obligée d'utiliser cette présomption de démission ou est-ce que je peux continuer le licenciement parce que en plus, la présomption de démission te permet d'aller voir le bureau de jugement directement en bureau de jugement accéléré. C'est-à-dire qu'un salarié qui conteste sa présomption de démission peut saisir le conseil du prud'homme directement en plaidoirie. Il a à peu près un mois, il est audiencé, quoi. Donc ça mettait un peu les entreprises sous pression. Et on a attendu, si tu veux, des décisions en 2024, parce qu'il faut le temps que les plaidoiries arrivent devant le juge et que les jugements soient rendus. Et il y a notamment un arrêt du conseil de prud'homme de Lyon qui, moi, m'intéresse particulièrement. On est dans une entreprise où il y a une perte de marché, d'accord ? La salariée, le marché est perdu, donc l'employeur lui dit, du coup, je vais t'affecter sur un autre marché. On voit à peu près pourquoi. Bon, la salariée lui dit, je suis désolée, mais c'est une modification de mon contrat. Et puis en plus, l'autre marché est fait par un prestataire, une société tierce. Donc en fait, tu es en train de me mettre à disposition. Donc je veux pas. Et l'employeur constate qu'elle ne vient plus. Et donc initie la présomption de démission. Et le conseil de prud'homme dit non, parce que la salariée a en tout cas interroger légitimement l'employeur sur les raisons qui le conduisaient à la mettre à disposition. Et c'est ça qui est intéressant dans les présomptions de démission, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Si le salarié te répond, Florent, en disant « je ne suis pas d'accord », peu importe qu'il ait raison, c'est pas le sujet, mais il n'est plus absent, injustifié. Tu sais où il est, tu sais quelles sont ses revendications et tu dois en fait résoudre le problème. Si tu n'y arrives pas, tu finiras par enclencher cette présomption de démission. Mais la présomption de démission ne doit pas être égale à précipitation. C'est pas parce que tu as une absence un peu prolongée et injustifiée médicalement que tu n'as pas une justification opérationnelle du salarié derrière. Donc tu dois faire hyper attention. Donc il y a des délais du coup qui sont fixés Non, alors tu as 15 jours, tu as les délais classiques en disant si tu ne me réponds pas sous 15 jours, voilà. Mais en réalité, de manière pragmatique, le délai, c'est surtout la qualité des échanges que tu vas avoir avec le salarié. Un salarié qui disparaît dans la nature, c'est terminé, effectivement. Mais si ça, il ne te répond pas. Mais s'il ne te répond pas, c'est 15 jours. Voilà. Il laisse 15 jours et après, il est présumé démissionnaire. Attention aux clauses de non-concurrence, je le répète, parce que dans la présomption de démission, on a tendance à dire hop, j'attends les 15 jours et je te fais ton solde tout compte. Oui, enfin, il faut quand même lever la clause de non-concurrence. Avant, en tout cas, au moment, tu me préviens, et puis au moment de la présomption de démission, à l'issue des 15 jours, tu envoies un courrier. Je le rappelle parce que c'est la bête noire des DRH, en fait. Ça coûte en plus hyper cher après, c'est du salaire, enfin, c'est l'enfer. Mais attention aussi à pas se précipiter. Voilà, il faut un salarié qui te répond, même le dernier jour, ne le fais pas parce que c'est une requalification en licenciement abusif. Et donc, ça veut dire que tu vas payer le préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts. Voire, donc pour licenciement abusif, voire des dommages et intérêts pour exécution déloyale. Parce qu'on voit bien que tu as voulu sortir le salarié coûte que coûte. Donc, c'est intéressant les jurisprudences qui commencent à tomber parce que tu vois bien que les juges regardent attentivement la situation du salarié au moment où il quitte son poste. D'accord. Voilà. Avant, c'était le droit de retrait. On utilisait le droit de retrait classiquement en disant « je considère qu'il y a une atteinte suffisamment grave à ma santé mentale ou physique et donc je demande à l'employeur de mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir me permettre de reprendre mon poste ». Mais c'était quand même hyper encadré et puis il fallait que ce soit suffisamment grave, un danger grave et imminent, etc. Donc la présomption de démission, elle ressemble un peu à ça, mais avec des revendications beaucoup plus terre-à-terre et moins graves. Si un salarié considère justement que le contrat de travail a été modifié, il quitte son poste et puis il faut le payer pendant ce temps, parce qu'après tu as une demande de rappel de salaire si c'est justifié. Donc voilà, donc moi effectivement tu t'y intéresses, mais les jurisprudences sont pas encore. Il y en a une en cour d'appel qui vient de tomber, mais j'ai pas encore eu le temps
de la regarder. Mais voilà, on est à peine à la cour d'appel. Hein. Donc, attends de voir ce que va nous dire la Cour de cassation. D'accord. Sachant que la Cour de cassation ne juge pas en fait. Oui, là, on est au niveau conseil prud'homal. Oui, pour l'instant. Et donc là, ouais. donc toutes les étapes juridiques n'ont pas été franchies. Non, toutes les étapes juridiques Ok. n'ont pas été franchies. C'est pour ça que moi j'appelle à la prudence. Ouais. C'est vraiment un artifice juridique intéressant, mais dans la mesure où moi j'ai en tout cas sur les bancs de la fac, on m'a quand même répété 1000 fois que la démission ne se présume pas. Attention à ne pas présumer des intentions du salarié quand on n'est pas sûr de soi, quoi. Et côté employeur, si on est confronté à ce genre de situation, c'est le plus tôt possible de documenter le maximum. C'est exactement ça. J'imagine. Ouais. Ouais. Et puis en tant que, Florent, un DRH, moi je le dis à mes DRH, on doit se comporter en tant que bon père de famille. Donc tu vérifies où est ton enfant, tu vérifies où est ton salarié, tu t'enquières de lui en fait, c'est ta force vive, c'est lui qui fait tourner l'entreprise. Hein. Donc tu vérifies s'il y a un problème, peut-être que tu n'as pas reçu aussi l'arrêt maladie qu'il a envoyé. Tu vois, il y a des salariés qui l'envoient qu'en courrier simple. Parfois, tu as un loupé de la poste. Enfin, voilà, tu dois t'enquérir. Ça, c'est arrivé aussi. Hein. Ça arrive plein de fois. Ça, c'est le genre de situation où le salarié, tu dis, j'ai pas de nouvelles et je suis juste malade et je t'ai envoyé, mais tu l'as pas reçu, quoi. Exactement. Et donc, il faut pas. Enfin voilà, la précipitation n'amène à rien de toute façon, et encore moins dans cette procédure-là. Ok. Ouais, donc bon petit sujet et qui peut coûter cher si on fait ça un peu n'importe comment en fait. Oui, clairement. Et puis qui va faire couler beaucoup d'encre parce que cette notion de loyauté dans l'exécution du contrat, elle est côté salarié, mais elle est aussi côté employeur. Donc le DRH doit faire extrêmement attention à la gestion de ce dossier-là en particulier, quoi. Ok. Tu m'as parlé aussi quand on avait préparé de burn-out. Oui. Et de certificat médical autour de ce sujet. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Écoute, j'adore cette jurisprudence, Florent. Merci. Parce que. T'adores pas les burn-out quand même. Alors non, j'aime pas les burn-out. Je pense qu'on est tous sujets à pouvoir en faire. Hein. Ouais. Je rappelle d'ailleurs que les DRH et les RH et les juristes et les responsables PES sont des salariés, donc ils sont soumis à ça. Ouais. Écoute, on est passé, il y a quelques années, d'une logique de réparation à une logique de prévention. D'accord ? En France, on avait tendance à vouloir réparer le dommage en disant « Oups, il y a un problème au niveau de la santé mentale, donc comment on l'indemnise ?» Aujourd'hui, on regarde plus en amont. On dit « Attends, c'est bien d'indemniser, mais il faudrait quand même éviter que ça arrive. » Bon. Et le médecin du travail, c'est devenu vraiment un acteur clé. Hein. Il a un accroissement de son intervention depuis le Covid qui est exponentiel. J'ai lu un jour que c'était un peu le mini-DRH de l'entreprise au niveau de la santé physique et mentale. Et pourtant, il y en a de moins en moins. Et pourtant, il y en a de moins en moins. Et bon, c'est compliqué. Autre sujet, oui. Exactement. Et en fait, tu as une jurisprudence qui est tombée, qui est le Conseil d'État en janvier 2025. On avait un salarié qui avait fait une visite médicale de reprise et le médecin du travail avait écrit dans le cadre de l'inaptitude burn-out en lien exclusif avec les conditions de travail. Bon, alors là, l'employeur n'était pas du tout d'accord. Il a saisi l'ordre des médecins et le médecin du travail s'est pris un blâme. Pourquoi ? Parce que le médecin du travail doit attester de ce qu'il peut constater personnellement. Le burn-out, il peut le constater. D'accord ? On voit bien que la situation elle est médicale. D'ailleurs, le Conseil d'État a aussi rendu un autre arrêt pour dire on ne peut pas remettre en cause, que ce soit d'un médecin du travail ou d'un médecin, un certificat de travail, un certificat médical qui dit burn-out. Okay. C'est une constatation médicale. Ça n'appelle pas à contestation. Oui. Bon. Mais la phrase en lien exclusif avec les conditions de travail a réellement posé problème et le Conseil d'État a dit attendez, vous, médecin du travail, vous n'avez pas personnellement constaté que c'était en lien avec... c'est ce que vous raconte le salarié. Qu'il soit en burn-out et que les conséquences de son ressenti, de son analyse de la situation, soit le burn-out, ça c'est OK. Mais que vous mettiez les mots sur le lien avec les conditions de travail, c'est pas OK. Et pourquoi je trouve ça hyper intéressant, c'est que Florent, tu as dû le voir à l'époque où tu étais dans le service des ressources humaines, on a parfois des certificats médicaux qui sont un peu agaçants. Bon, côté employeur, tu te dis, quant à ça, tu es un peu bloqué, quoi. Et donc, il y a ce garde-fou qui est venu mettre le Conseil d'État en disant attention aux médecins du travail et aux médecins pratiquants, vous ne pouvez pas faire des certificats de complaisance. Pas de complaisance en disant le médecin, c'est mon pote et il m'a arrêté parce que j'ai un rhume et j'ai pas de rhume. Non, de complaisance qui est de dire je prends parti
pour le salarié et donc je mets cette annotation personnelle qui va avoir des conséquences juridiques énormes côté entreprise. Donc cet arrêt, il est salvateur pour les entreprises, vraiment. D'accord, ok. Quelles consignes tu donnes aux managers dans les entreprises et aux DRH aussi pour rédiger des faits objectifs en cas de litige sur ces sujets de burn-out? Alors, déjà, ce que je donne comme préconisation, Ouais. pas comme consigne pour le coup aux entreprises, c'est de contester les avis du médecin du travail Ok. lorsque, tu vois, on a en ce moment beaucoup d'avis du médecin du travail qui dit télétravail Oui. à 100%. Oui. Ou alors télétravail 2 jours par semaine. Oui. Et je veux dire, quand l'entreprise veut pas mettre de télétravail, ou ne peut pas, ça dépend de l'activité, mais bon, on est quand même sur un retour. Là, tu vois, toutes Oui. les grosses boîtes disent 4 jours de présentiel. Bon. Tu dois contester cet avis. Et on gagne au Conseil du prud'homme de Paris en D'accord. ce moment. On peut contester un avis. Ah ouais. Tu as 15 jours. Ok. Tu as 15 jours en tant qu'employeur. Ok. Tu n'es pas obligé de demander une expertise médicale, surtout sur le télétravail. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que tu reçois des avis de suivi, qui sont des avis de suivi du médecin du travail, alors que le médecin du travail t'a même pas appelé. Or, il est obligé. Il doit être contraint de venir faire une visite sur le poste pour vérifier. Donc, rien que ça rend irrégulier l'avis du médecin du travail. Donc, moi, je dis en amont, il faut aussi s'entendre les relations avec le médecin du travail, parce qu'on en a besoin du médecin du travail. Il a besoin de nous, on a besoin de lui. C'est vraiment un acteur clé de l'entreprise. Donc, s'entendre les relations, c'est de dire attention. Voilà, moi, je veux pas de ce genre d'avis chez moi au sein de l'entreprise. Donc, la première préconisation que je fais, c'est de contester cet avis. Et la deuxième... Pour renouer le dialogue avec le médecin du travail, quelque part, en fait. C'est ça l'idée. Et puis quelque part, peut-être qu'en renouant le dialogue avec le médecin du travail, tu vas te rendre compte que ce salarié-là, spécifiquement, a besoin du télétravail. Oui, tu vois, pourquoi pas. Mais il faut quand même qu'on me pose la question avant. Oui, ok. Voilà, il faut un échange. Donc, ça renoue le lien. Et ensuite, en contentieux, attention. Voilà, le médical, c'est un domaine quand même très particulier. Moi, je mets une vigilance rouge sur la sensibilité du salarié en face, qui peut effectivement avoir des problèmes. Donc, c'est de rester toujours juste dans la contestation. Voilà. Ok, très très clair. Merci pour ce point. Le temps tourne. Toujours. Ouais, toujours. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu voudrais aborder? Moi, je voudrais en aborder un, en fait. Vas-y. Qui est assez récent, c'est les fameux arrêts maladie pendant les congés payés, avec une décision qui est tombée à la fin de l'été d'ailleurs, à la fin de l'été. Ton avis, t'en penses quoi? Est-ce que tu peux résumer la situation déjà? Et puis toi, ta posture, ta position sur ce point. Écoute, c'est un arrêt de jurisprudence qui va faire couler beaucoup d'encre, mais un peu comme... parce que les congés payés, c'est vraiment, tu vois, depuis 2 ans, c'est quand même... On a eu d'abord le fait que quand tu es en arrêt maladie, tu peux acquérir des congés payés. Bon, ça avait fait quand même un mouvement assez fort. Là, tu as eu un revirement de jurisprudence sur le fait que tu peux demander des heures supplémentaires pendant la semaine alors que tu étais en congé payé, parce que les congés payés n'étaient pas considérés comme du travail effectif, donc on ne les neutralisait pas. Enfin, voilà. Donc, et là, tu as un arrêt qui vient de tomber qui de dire, si je suis en congé payé et que je tombe malade pendant mes congés payés, eh bien, la maladie va venir prendre le relais et les congés payés seront donc reportés. Pourquoi c'est intéressant? C'est que normalement, on applique des règles assez strictes. On dit c'est le premier fait générateur qui gagne. Ça veut dire quoi, Florent? Ça veut dire que tu es en congé payé, puis en maladie, tu es en congé payé. C'est le premier fait générateur. Et là, la Cour de cassation vient de dire non. Parce que la maladie, c'est pas des congés. Bon, c'est logique, cela dit. Tu es en arrêt maladie, tu es malade, tu n'es pas en congé payé sous la plage. Enfin, on le souhaite, parce que tu sais, c'est pas toujours évident. Bon. Donc, c'est intéressant, mais ça va être extrêmement compliqué pour les entreprises à mettre en place, parce que les compteurs ECP sont en train d'exploser, Florent, avec la dernière JP, justement... où tu peux acquérir des congés payés pendant tes arrêts maladie. Là, on vient te mettre en plus cette règle en disant ça va être reporté. Ça va être reporté pendant combien de temps? On ne sait pas. Est-ce que c'est le report des 15 mois? Est-ce que ce n'est pas le report des 15 mois? C'est une jurisprudence, si tu veux, qui surprend les employeurs parce qu'ils ne sont pas outillés pour.
Je rappelle quand même que tous les logiciels paye sont hyper compliqués à paramétrer. Donc, il va falloir encore s'arracher les cheveux pour dire, tu vois, c'est les tableaux Excel, hypothèse 1, si le salarié est en congé payé pendant son arrêt maladie, hypothèse 2, etc. Enfin, donc, c'est l'enfer. Donc, je préconise quand même aux entreprises de commencer fortement à s'y intéresser parce que c'est urgent. Voilà. Ouais, oui, parce que là, ça peut tomber n'importe quand, là, pour le coup. Ah bah oui, et puis de toute façon, à partir du moment où tu as des arrêts de jurisprudence qui sont médiatisés comme ça, Florent, ça veut dire que tous les salariés sont au courant. Hein. Donc du coup, il faut s'y intéresser parce que les salariés vont réclamer. Et les partenaires sociaux aussi. Et les partenaires sociaux. Tout le monde va s'y intéresser. Après, c'est très protecteur et je suis pas contre parce que c'est vrai que il faut pas toujours voir le faux arrêt maladie. Hein. Tu as quand même des vrais arrêts maladie. On a des risques psychosociaux en France qui sont pas hyper bons en ce moment. Le contexte économique, le contexte gouvernemental. Donc, il faut pas voir toujours le salarié qui, avec son faux arrêt maladie, qui va profiter des congés payés. Mais c'est sûr que la déviance, elle est ouverte. Ok, très très clair. Je te propose de passer sur quelques petites questions pour conclure notre échange, qui est très riche. J'apprends plein de trucs. Je trouve ça passionnant. J'espère que vous apprenez aussi des choses ou que vous découvrez en tout cas des sujets. Est-ce qu'une anecdote tu pourrais nous raconter qui t'est arrivée dans ta vie d'avocate? Quelque chose que tu n'as encore jamais dit à un micro. Une anecdote. Tu peux anonymiser évidemment, mais quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a surpris, ou une demande d'un salarié ou d'une entreprise, ou une pratique que tu as vue dans une entreprise, tu te dis, mais attention, vous faites un peu n'importe quoi, messieurs, dames. Alors, je réfléchis, parce que, bon, on a des clients qu'on mérite et j'ai des clients plutôt sympas. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait... Ou des sujets que tu as vus dans tes plaidoiries qui ne sont pas forcément liés à tes clients à toi, où tu t'es dit, waouh, il y a quand même des sujets, et heureusement qu'il y a le droit du travail comme en France. Je dirais que ce qui m'a le plus touchée sur les dernières années, et sans effectivement ni dire si j'étais côté employeur ni côté salarié, c'est la discrimination. J'ai eu un sujet à traiter et je pense pas avoir été du bon côté. Ce qui est quand même très compliqué, d'accord. Parce que on a la philosophie, hein, quand on prête serment, la présomption d'innocence, c'est hyper important. Et donc, tant que ça n'a pas été jugé, tout le monde a le droit à la défense. Bon, je suis pas persuadée qu'il n'y ait pas une limite à ça, mais c'est quand même notre fil conducteur. Et il y avait clairement un problème, en plus qui me touche, parce que moi, je suis maman de 2 enfants, hein, donc forcément, la maternité, je l'ai vécue. Alors, je l'ai vécue pas sous ce prisme-là, parce que je venais de monter mon cabinet. C'était pile poil le moment où il fallait, je te raconte pas. Mais le client que j'avais n'a pas été parfait, voire même clairement pas. Et m'a menti, voilà. Et ça, c'est c'est chaud, ça. Ouais, ça c'était compliqué parce que quand tu voyais le dossier, à un moment donné, tu te disais, si je rassemble les pièces, c'est jamais tout blanc, tout noir, hein, attention, dans un dossier. Mais je dirais que ce qui est le plus difficile dans ces moments-là, c'est de garder la tête froide en se disant, je vais pas non plus, ne pas défendre le client. Parce que je l'ai découvert très tardivement. Je pense que si je l'avais découvert un peu plus tôt, j'aurais peut-être été dans une approche différente. Mais et ça m'a touchée parce que ça te ramène toujours à une réalité. Moi, je suis passionnée, hein, j'adore ça. Moi, je fais partie des gens qui, le week-end, je fais mon potager et je lis les news sur LinkedIn. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai découvert et suivi avec plaisir. Donc Mais je fais partie des gens passionnés. Je trouve que le droit du travail, c'est canon. Mais ça te ramène à une réalité, c'est que quand tu traites des dossiers, des règles de droit et que tu rencontres des situations, il y a quand même une souffrance existante parfois et des comportements extrêmement violents. Voilà. Et je ne suis pas confrontée à ça dans mon quotidien. Bon, évidemment, je suis ma boss, donc si tu veux, je me vois avec moi-même. J'ai un management super bienveillant avec mes équipes qui ne donne pas toujours le résultat qu'on veut, mais c'est comme ça. Et je pense que j'avais un peu oublié parfois que les situations peuvent être franchement sales. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et qui te remet un petit peu en balance sur justement cette recherche d'équilibre que tu donnes en pragmatisme à tes clients, qu'ils soient des RH ou salariés, de dire attention Héloïse, la vie n'est pas toujours celle que tu vis.
Voilà. Moi, je veux m'entourer de gens comme tout le monde d'ailleurs. Hein, on a tous ce souhait, mais j'ai une vie très douce. J'ai un équilibre incroyable entre ma vie de maman, ma vie professionnelle, ma vie d'épouse et ma vie à moi maintenant. Parce que je dis aux femmes qui nous écoutent, mais je suis très attentive à ce qu'on ne s'oublie pas en tant que personne. Et que malheureusement, c'est pas parce que toi, tu as ça que ça existe partout. Voilà. Oui. Donc c'est ce qui m'est arrivé qui est le plus gênant. Ça fait de moi une petite Candide, même si je suis très adulte, hein, c'est pas le sujet, mais voilà, ça c'est un mauvais moment à passer quand tu réalises qu'on te ment et qu'en plus en face c'est pas top, quoi. T'as répondu à une partie d'une autre question que j'avais qui était un peu comment tu fais ta veille. Alors, j'entends que LinkedIn c'est un sujet. Alors j'imagine que tu as une veille juridique aussi dans ton métier. Oui, tous les lundis matins, je fais mon petit mail à mes clients. Et justement, qu'est-ce que tu conseilles au RH en termes de veille juridique aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment pour toi, je dirais le basique que doit avoir même un jeune RH qui débute pour pouvoir appréhender ces sujets, monter en compétences petit à petit? Moi, je conseille de ne pas forcément lire uniquement que les résumés de l'arrêt. Il faut aller lire l'arrêt. En fait, derrière tous les arrêts de jurisprudence, il y a une histoire. Et cette histoire-là, on vient d'en parler, à chaque fois je te dis, c'est le salarié qui réclamait ça. C'est parce que tu ne peux comprendre une règle juridique et son application qu'en ayant eu, si tu veux, en souvenir la situation qui a conduit les parties à aller devant le juge. Donc, lisez, parce qu'il faut lire. Le droit du travail, c'est un droit vivant, qui est en mouvance, sans arrêt et tout. Mais moi, en tout cas, ce que je fais et ce qui m'aide au quotidien, c'est de comprendre. Voilà, de comprendre d'où on vient, où on va et pourquoi on est arrivé devant le juge. Ça, je trouve que c'est indispensable. Parce que si tu lis les commentaires d'arrêt parfois qui juste te disent « Attention, typiquement, les heures supplémentaires, attention, le salarié ne peut pas produire un tableau, point. » Non, va voir ce qu'il a produit pour qu'on lui dise non. Voilà, essaye de comprendre. Et ça, c'est pour les jeunes RH, mais même les vieux que nous sommes, c'est hyper important. Ok. Il y a des contenus que tu aimes, des podcasts que tu écoutes, des newsletters qui te font vibrer? Bon, déjà le tien, c'est gentil, mais soyons clairs. Ouais. Non, j'écoute un peu de tout, tu vois. T'écoutes des podcasts autour du domaine du droit? Oui, alors souvent par des avocats, je dois l'admettre. Je m'en excuse d'avance, c'est très, du coup, un peu, je pro de ma profession, mais j'aime bien quand c'est dynamique et qu'il n'y a pas de rigidité, tu vois, et qu'on dit les choses. On ne peut pas tout dire, évidemment, je l'entends, mais j'aime pas les trucs stériles et un peu aseptisés. Voilà. Donc, j'ai pas mal mais je grappille un peu partout. Et LinkedIn, je trouve que c'est une source d'information incroyable, mais attention, c'est comme Wikipédia, quoi. Il faut vérifier. Je suis assez d'accord avec toi. Ou comme l'IA, d'ailleurs, il faut aussi vérifier ce qu'elle produit. Hein, L'IA, en juridique, elle ne produit pas grand-chose. Donc, il faut faire attention. Elle invente. Tu le sais, ça, Florent, ou pas? Oui. Elle invente des jurisprudences. Ah, carrément, ouais. J'ai testé parce qu'un jour, je me suis dit, il faut quand même que je m'y mette. J'avais une DRH qui m'a dit, Héloïse, il faut y aller. Enfin, là, il faut que tu utilises l'IA et tout. Et je suis allée voir la jurisprudence, ça ne disait pas du tout ça. Tu sais ce que j'ai écrit à l'IA? Je lui ai dit, ta jurisprudence ne dit pas du tout ça. Et il m'a dit, oui, excuse-moi, c'est vrai que c'est une jurisprudence qui n'existe pas. Et donc là, il a fait des recherches, etc. C'est chaud quand même. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux qui s'arrêtent au premier. Oui. Voilà. Mais j'imagine j'ose espérer qu'un avocat, en droit social, d'ailleurs même en droit tout court, quelle que soit la spécialité, va pas aller sur un ChatGPT lui demander prépare-moi le dossier, quoi. J'espère. Je l'espère, mais je crois que malheureusement on tombe tous un peu dans la. Waouh. Voilà. Ouais. Donc ok, bon, top. Dernière petite question, si on veut te contacter, LinkedIn du coup? Ah oui, LinkedIn. Ou ton site Ezeis Avocat? J'ai un site Ezeis Avocat. De toute façon, tu peux pas me louper. On te retrouve? On me retrouve, ouais. Ouais, tu n'es pas comme les salariés qui démissionnent, on va te retrouver, toi. Non, moi, il n'y a pas de présomption de démission. Ok. Un grand merci pour cet épisode. Merci à toi, Florent. Ouais, je suis ravi de ta venue, de cet échange. Pour vous qui m'écoutez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à réécouter l'épisode de la saison dernière avec Ségolène Léprianard, qui est la DRH de Cali Social et qui est aussi conseillère prud'homale du côté employeur. Exact. Et qui m'a fait un super épisode à nous expliquer effectivement comment elle vivait sa double vie quelque part, ou sa triple vie bien sûr familiale, de DRH d'entreprise et aussi de conseillère prud'homale. Je vais l'écouter parce que ça doit être assez dingue comme trilogie. Oui. Ouais. Elle est, puis en plus elle est fabuleuse cette femme. Donc donc je peux que vous conseiller en complément sur un autre registre, sur un autre ton, d'écouter Ségolène en complément de l'écoute que vous avez eue d'Héloïse. Un grand merci Héloïse.
J'espère que cet épisode fonctionnera. Et si ça fonctionne, moi, ce sera avec grand plaisir on regardera les chiffres d'audience, de te réinviter dans quelques mois. Ouais, faire des analyses un peu sur l'actualité récente, sur l'actualité juridique récente qui peut vous intéresser. Je ne transformerai pas, on n'a jamais fait comme ça en un podcast juridique parce que je vais me sentir incompétent au bout d'un moment. Mais je pense que c'est quand même, ça fait partie de notre métier, de notre fonction, qu'on soit RH, qu'on soit dirigeant, tout simplement. Oui, tout le monde est concerné, RH, dirigeant, salarié. Voilà, ça concerne tout le monde, c'est notre vie quotidienne. Et l'impact est loin d'être neutre. Donc, c'est pas négligé. Un grand merci, Héloïse. Merci à toi, Florent. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcasts ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!